Et c'est reparti pour des BD. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de BD, il y en a une dizaine, et je les ai classées de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai le plus aimées, qui a été mon super coup de cœur. Et on va commencer avec l'adaptation en BD de 2 romans d'Agatha Christie, à savoir Ils étaient 10 et La mystérieuse affaire de Styles. Ils étaient 10, évidemment, c'est le nouveau titre, en tout cas le titre qu'avait demandé Agatha Christie à l'époque du roman Dix Petits Nègres. Et La mystérieuse affaire de Styles est le roman qui voit apparaître pour la première fois Hercule Poirot. Alors, j'ai nettement préféré l'adaptation de Ils étaient 10. Je trouve que dans La mystérieuse affaire de Styles, j'ai lu les 2 romans, et le roman La mystérieuse affaire de Styles est quand même très compliqué. En mode narratif, il y a beaucoup de dialogue et beaucoup d'introspection, et en BD, c'est très difficile à faire passer, et j'ai trouvé que ça fonctionnait pas très bien. Je trouve que ça marche beaucoup mieux sur l'adaptation de Ils étaient 10. Le dessin de Calixte dans la BD Ils étaient 10 est très beau. Il y a un esprit très art déco dans les maisons, les personnages sont très bien croqués. C'est vraiment une jolie bande dessinée en termes de dessin. Certes classique, mais vraiment très beau. En fait, je trouve qu'il y a un petit côté Blake et Mortimer, sans le défaut très verbeux des BD de P. Edgar Jacob, que je n'aime pas parce que trop verbeuse pour moi. Là, vous avez le meilleur de Blake et Mortimer. Donc vraiment une adaptation très chouette. Je serais d'un avis moins enthousiaste sur l'autre BD. Pourtant, ce roman était vraiment très chouette à lire, mais en BD, ça fonctionne pas. Le dessin, je trouve à titre personnel, est moins efficace, je le trouve un peu moins beau, et je trouve que l'adaptation n'est pas super bonne. Donc si vous voulez lire une adaptation d'Agatha Christie en BD, je vous conseille plutôt l'autre. Après, il y en a eu plusieurs, c'est une série qui ont été faites par différents auteurs et différents dessinateurs. Il y a eu plein de titres de faits, donc faites-vous plaisir, regardez-le. C'est assez marrant de voir les adaptations différentes, les interprétations différentes que ces auteurs et ces dessinateurs ont pu faire sur Agatha Christie. La nouvelle BD de Servet s'appelle Le Loup Paddy. Alors, je l'ai regardée parce que moi j'aime beaucoup Servet et puis la thématique m'intéressait. Je ne peux pas dire que j'étais totalement enthousiasmée. Il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, notamment les dessins. Je trouve que les dessins des loups et des personnages est absolument magnifique. C'est un dessin d'une finesse et d'une beauté. Regardez-moi ces pages, c'est magnifique. Par contre, au niveau de l'histoire, si le propos écologique m'intéressait, je dois dire que j'étais moins enthousiaste sur l'autre histoire, l'histoire parallèle, l'histoire des personnages. Alors peut-être que c'est juste parce que c'est le tome 1 et qu'il faut avoir l'entièreté de l'histoire pour en avoir toute la saveur, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose. Cependant, je vous invite quand même à la lire, au moins pour découvrir le dessin, et puis peut-être qu'avec le tome 2, on aura la révélation de quelque chose qui prendra toute son ampleur et que nous n'avons pas encore sur le tome 1. Et puis si vous aimez les loups, vous allez en prendre plein les yeux. Alors vous avez vu, je suis en pleine veine Zola, j'en ai déjà parlé dans 2 autres vidéos, et là, on y revient, j'ai lu l'adaptation de Pot-Bouille. Alors, Pot-Bouille, c'est le prélude à Au bonheur des dames, qui est un peu plus connu, un peu plus lu, et c'est là où va arriver le personnage d'Octave. Et donc nous sommes en 1882, et Pot-Bouille nous montre l'envers du décor d'un immeuble. Et c'était très difficile de rendre cette espèce d'immeuble dans lequel les portes claquent, il se passe plein de choses. On est quasiment dans le vaudeville au niveau du passage des personnages d'un appartement à l'autre. Et comment rendre ça en BD? Eh bien, le dessinateur a réussi un tour de force qui est simplement de coloriser les cases en fonction de quel appartement on est. Du coup, au début de la BD, vous avez cette magnifique planche où vous voyez l'immeuble et chaque appartement a une couleur. Et ça vous permet ensuite, au fil de l'histoire, de bien comprendre où on est et de bien vous situer dans l'histoire. Alors au niveau du croquis, c'est vraiment magnifique, ça rend vraiment justice aux personnages de Zola. Les personnages que l'on déteste, des personnages qui sont vraiment nauséabonds, sont rendus avec des grandes bouches, avec des visages très agressifs. Je vous mets quelques exemples. Et puis pour les autres, vous voyez, c'est un croquis très simple. Ça rend vraiment justice à l'univers de Zola. Un des personnages les plus terrifiants du roman, Narcisse, est d'ailleurs croqué en tellement gros, je vous mets la vignette, quand on voit son visage, il est effrayant. C'est la façon que le dessinateur a de dire « Regardez, lui, on le déteste, je le mets en gros, c'est un ogre ». Et je trouve que c'est très fin d'avoir fait ça, parce que oui, dans le roman, ce type-là, c'est vraiment un ogre, c'est un sale type. Si cette bande dessinée avait une faiblesse, je trouve que c'est sur le personnage d'Octave. Octave, c'est quand même le personnage central de Pot-Bouille.
C'est l'arriviste, c'est à travers lui, à travers son arrivée dans l'immeuble, qu'on a toute cette histoire. Et malheureusement, dans cette BD, il n'est pas aussi présent qu'il devrait être, et à mon sens, un peu sous-exploité, ce qui est vraiment dommage, parce qu'Octave est un personnage vraiment fascinant. Pas toujours aimable, mais fascinant. La Guerre des mondes a souvent été adaptée en film, en série télé et en BD, et en voici une nouvelle version que j'ai trouvée très intéressante. Le roman de Wells est extrêmement connu, et dans ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué de faire une adaptation. Comment se renouveler, comment donner envie aux lecteurs qui connaissent déjà l'histoire d'ouvrir cette bande dessinée. Et je trouve que là, c'est assez réussi. On retrouve bien dans les planches, dans les vignettes, l'ambiance apocalyptique du roman. On est vraiment dans une ambiance belle époque, art déco, et le dessin est très fin, très juste, très beau. Et en même temps, vous avez tout cet univers post-apocalyptique suite à l'arrivée des envahisseurs. Donc vous avez ce mélange entre deux époques, c'est un petit peu étonnant pour nous, parce que nous, quand on regarde cette époque, on ne se dit pas qu'il y a eu des envahisseurs, pas du tout, puisqu'il n'y en a pas eu. Du coup, vous avez la collusion de ces deux sentiments de fascination et de se dire « bah c'est bizarre », et ça fonctionne très très bien. Visuellement, c'est très beau. Et ça rend justice au roman, c'est fin, l'histoire est très bien rendue, les personnages qu'on voit courir de vignette en vignette, ça fonctionne super bien. Alors certes, pour faire une bande dessinée, le scénariste a pris des raccourcis, on n'a pas le choix, on ne va pas faire tout un roman, on ne peut pas adapter le roman en entier, c'est comme lorsqu'il a été adapté en film, il y a des choix qui sont faits, il y a des cuts, c'est normal. Mais ça fonctionne et ça tient la route. Et derrière, même dans cette BD, on voit très nettement l'idéologie de Wells, qui était une critique de l'impérialisme. Donc que vous ayez lu le roman ou pas, parcourez cette BD, elle est très chouette. Confession d'un enragé. Cette BD, je l'ai ouverte à cause de la couve. Je trouve que cette couve est magnifique. Et à l'intérieur, l'histoire est absolument étonnante. On suit dès le début une famille, et il y a deux enfants, deux petits garçons, et ils sont au Maroc. Et à un moment donné, le plus jeune des deux petits garçons s'approche d'un chat, le chat le mord et lui passe la rage. Et à partir de là, on suit ce garçon jusqu'à l'âge de 20 ans, après qu'il ait eu contracté cette maladie, la rage. Alors, vous avez l'alternance entre l'histoire du garçon, mais aussi tous les points de vue médicaux. Vous avez des planches entières consacrées à la maladie qui vous expliquent les conséquences. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette BD a un côté un peu fantasmé. La couve le montre, ce mélange entre cette tête de chat et ce corps d'humain, vous ne l'avez plus dans la BD en tant que telle, mais vous avez ce mélange entre ce qu'on pense être la maladie et ce qu'on présuppose être de l'ordre du fantasme du garçon. Et la collusion entre ces deux éléments donne une BD un peu étrange, étonnante, comme je n'en avais jamais lu, et je l'ai trouvée très riche, très intéressante. En plus, moi, la maladie, la rage, bon, on entend parler, on la connaît tous sans vraiment la connaître. Je ne connaissais pas les conséquences. J'ai trouvé ça fascinant et voilà, j'ai vraiment envie de partager cette bande dessinée avec vous parce que je pense qu'elle mérite d'être lue. Elle est un petit peu ancienne, elle date de 2016. Je l'ai redécouverte et si vous étiez passé à côté, je vous invite à l'ouvrir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le dessin de Benjamin Lacombe, mais alors moi je l'adore. Je trouve que son dessin est d'une beauté remarquable. Le livre dont je vais vous parler maintenant n'est pas franchement une BD, c'est une sorte d'album BD, mais il est tellement beau que je voulais absolument partager ce coup de cœur avec vous. Il y a une grande simplicité d'histoire, donc je ne vais pas vous la raconter parce que pour le coup, en quelques pages, vous avez le pitch et je vous déflorerai tout. Il faut juste vous laisser porter et tourner les pages et regarder ce dessin. Et derrière, la petite histoire que ça nous raconte en fond est toujours d'actualité, plus que jamais. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir jusqu'à la dernière page et je peux vous assurer que vous allez adorer ce livre. Peau de mille bêtes est une BD qui m'a attirée, là encore, par son dessin. Regardez-moi ce dessin, c'est quasiment de l'art contemporain. On est vraiment sur un graphisme très particulier, avec des couleurs absolument étonnantes, et surtout une mise en page hors norme. Vous avez parfois des personnages qui dépassent les cases, des géants, des gens qui deviennent plus petits, plus grands. C'est absolument magnifique. Dans cette version revisitée des contes de Grimm, vous avez une femme qui tient la place centrale. Et cette femme, elle a un statut particulier. Elle ne veut pas se laisser faire. C'est un petit peu comme l'héroïne de Peau d'âne qui a refusé de se marier avec son père. On est dans une dynamique de battante qui refuse son statut d'héroïne de conte et qui va subir et être passive. Non, là on a une guerrière, une fille qui en veut et qui va créer sa vie. Et à partir de là, vous avez plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je vous en dis pas plus parce que l'histoire est quand même assez brève. Comme le conte, ça peut se réduire à quelques phrases.
Mais le plus intéressant, c'est vraiment le dessin, parce que ça apporte une touche étonnante et totalement fantastique à cette histoire. Fantastique dans tous les sens du terme, fantastique dans le sens du fantasme, mais aussi fantastique dans le sens ça m'a impressionné, c'est absolument fantastique. Traqué. Traqué est une BD qui nous parle d'Angela Davis. En fait, ça revient sur l'histoire de la vie d'Angela Davis et en fait comment Angela Davis est devenue Angela Davis. Cette héroïne, ce nom que l'on connaît tous, cette histoire américaine qui passe à travers elle. Donc vous avez cette jeune femme, cette petite fille, cette jeune femme qui grandit et qui est vraiment une rebelle. Elle ne comprend pas cette société, elle ne comprend pas l'oppression des Noirs, elle ne comprend pas pourquoi ils vivent dans des quartiers qui sont loin des Blancs, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les flics sont plus durs avec les Noirs qu'avec les Blancs. Donc elle veut se battre. Et de toute sa vie, elle passe son temps à répéter « mais moi je veux me battre contre ça ». Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que la BD abordait aussi l'une des grandes forces d'Angela Davis, c'est son féminisme. Et à ce titre-là, on oublie trop souvent qu'elle a mis très longtemps à rejoindre les Black Panthers, parce que quand elle est rentrée dans le groupe, elle a eu affaire à des bons gros machos, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, en fait ça ne change rien, et elle s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ce groupe dans lequel les femmes n'ont pas la parole ?» Donc voilà, vous avez tout le militantisme d'Angela Davis, vous avez aussi le système qui a essayé de la faire taire, de la museler, de la mettre en prison pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Même ouvert, si mais ça monte jusqu'au président pour la faire taire. Tous les moyens sont bons. Et moi, ça m'a touchée. C'est un personnage fort. J'aimerais beaucoup lire ses écrits, je ne l'ai pas encore fait. Ça peut être un petit défi de l'année de me pencher un petit peu sur les écrits d'Angela Davis. Et en attendant, que vous connaissiez ou pas le personnage, je trouve que cette BD est une bonne porte d'entrée. Avant-dernière BD, et là, on flirte avec le coup de cœur. J'ai adoré cette BD, La Bête. J'ai adoré. Pourquoi ? Parce qu'on reprend ce qui est devenu un mythe pour nous, c'est-à-dire le marsipulami. On le connaît tous, voilà, cette BD franco-belge. Je pense qu'il n'y a personne en France qui n'a pas croisé le marsipulami. On l'adore, ce personnage dynamique, drôle, farceur, cocasse. Sauf que là, il y a une réappropriation du personnage et qu'on le rend plus adulte. Alors on démarre au début de l'histoire. Vous savez ces hommes en Amazonie qui chassent les animaux pour remplir les eaux européens. Et il tombe par hasard sur cette bête qui se retrouve pris dans le cargo. S'ensuit une magnifique histoire d'une rencontre entre un petit garçon et cette bête. Cette bête à l'état sauvage, ce n'est pas le marsipulami que vous connaissez, pas du tout, c'est une autre forme. Et j'adore cette réappropriation. J'adore quand un auteur reprend un mythe et en fait quelque chose de différent. Vraiment lui donne corps d'une autre façon. Il ne va pas se contenter de poser, de prendre le personnage et de faire simple. Non, c'est faire autre chose, c'est faire autrement. Et à ce titre-là, cette BD est vraiment remarquable. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Je vous mets la planche qui m'a fait le plus rire. Si vous voyez l'anecdote, cette femme exprime très clairement qu'elle a très envie de ce monsieur. J'ai trouvé que c'était tellement drôle, j'ai adoré. Voilà, vous parcourez cette histoire qui n'est pas finie, c'est un tome 1, mais qui est tellement touchant, tellement belle, par la violence des hommes faite aux hommes, par la violence des hommes faite aux femmes, et par la violence des hommes faite aux animaux. Et voilà, on en arrive à ma BD coup de cœur qui s'appelle Radium Girl. Oui, alors je pense qu'on va encore parler de féminisme. Ah oui, alors si ça vous hérisse le poil, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo. On va parler de quoi ? Derrière ce nom qui claque comme un groupe de rock, vous avez un groupe de femmes qui devaient à l'époque peindre au radium les montres pour qu'elles brillent la nuit. Et comment le faisaient-elles ? Elles trempaient, elles mettaient entre leurs lèvres et ensuite elles dessinaient pour que ce soit très fin, pour que le pinceau soit lissé. Sauf que les conséquences et ce produit, le radium, étaient ingérés dans leur organisme. Et ils ont mis très longtemps à se rendre compte qu'en fait, elles allaient mourir du cancer ou d'autres maladies, elles perdaient leurs cheveux, leurs dents, elles devenaient handicapées, elles faisaient des fausses couches. C'est absolument abominable. Cette histoire est horrible, d'autant qu'on comprend vite que certains scientifiques savaient les dangers. Mais ils ont laissé ces femmes parce qu'on leur demande de faire des métiers que personne ne veut faire, elles sont surexploitées et bien sûr sous-payées pour faire un travail que personne d'autre ne veut faire, qui en plus les détruit à petit feu. Alors vous vous dites que cette BD doit être horriblement triste et plombante ? Pas du tout. Et c'est ça la magie. La magie, c'est que cette BD est drôle et légère. C'est une BD pleine de couleurs. Vous avez vu cette alternance de camailleux entre les mauves et les verts ? Ces femmes qui sont des copines, qui rigolent, qui jusqu'à la fin, en ayant perdu leur bébé, en ayant perdu leurs dents, en ayant des cancers, en étant en fauteuil roulant, continuent
continue de se battre, continue d'avoir envie. Cette BD, c'est un hymne à la vie, c'est un hymne à la force, et c'est un rappel, surtout de se rappeler de ne pas faire confiance, de vérifier, de se documenter. Et vraiment, cette BD m'a tellement touchée. C'est une BD, en fait, qui est faite par une femme, qui nous parle de femmes, à nous les femmes. C'est une BD sur la sororité, une ode magnifique que j'avais envie de partager avec vous. Et vraiment, cette BD m'a tellement touchée que je voudrais que tout le monde la lise. S'il vous plaît, lisez cette bande dessinée. Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les bandes dessinées, elle a eu beaucoup de succès. Vous avez été nombreux à la regarder, à la liker. Alors je compte sur vous, on fait encore mieux. On la partage, on la like, on me donne envie d'en faire d'autres parce que moi j'adore travailler sur les bandes dessinées. Je vous en remercie beaucoup, je vous embrasse et à samedi prochain. Ah bon, tu crois que je suis féministe moi? Oh, l'autre, il s'imagine des trucs, hein.